Bonsoir, merci de suivre ce live spécial consacré ce soir à l'IAE de Lyon. Alors pour nous parler de l'IAE de Lyon et de ses formations, nous recevons ce soir Jérôme Riff, qui est directeur de l'IAE de Lyon, et Diana Serret, qui est étudiante en Master 2 international au sein évidemment de l'IAE de Lyon. Alors merci d'être présent ce soir et d'avoir accepté de répondre aux questions des internautes et de la rédaction. Ma première question sera certainement pour vous, Monsieur Rive. L'IAE de Lyon, dans votre signature, vous dites ouverture au monde. Ça veut dire quoi ? Alors pour nous qui sommes l'IAE Lyon, c'est une école de management au sein de l'université Jean Moulin et notre métier est de former et de bien sûr faire de la recherche dans les champs de la gestion et du management, mais on a une vision d'un management qui se veut être ouvert sur les humanités, c'est-à-dire un management qui soit à la fois sensible et responsable. Et la signature de notre école, c'est Think Large, c'est voir grand, aller au-delà, penser large. C'est un petit peu en écho, alors les IAE ont été fondés par un philosophe il y a fort longtemps et nous allons fêter nos 60 ans l'année prochaine. Et c'était Gaston Berger, c'est le père de la prospective, et qui disait justement il faut savoir penser large, c'est-à-dire s'ouvrir, pas être que dans de la technique. Et pour nous, l'ouverture au monde, c'est l'ouverture sur autrui, l'ouverture sur d'autres pensées, d'autres questionnements, et donc c'est la capacité de savoir décaler les problématiques. Je crois que c'est quelque chose qui a fait sens à la fois en licence, mais aussi en master. C'est comme ça que vous ressentez, Diana, cette ouverture sur les mondes ? Oui, effectivement. Bah, écoutez, surtout au sein du master que je fais moi, qui est le master Affaires internationales. Donc, c'est effectivement ce qu'on ressent beaucoup parce que du coup, on a tous les cours relatifs à l'international et vraiment à l'ouverture au monde. On nous pousse à vraiment travailler aussi bien avec des entreprises à l'international que de rencontrer des étudiants qui viennent en échange au sein de l'IAE. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on ressent et qui est très enrichissant. Alors il y a un sujet qu'on va aborder tout de suite et d'autant plus que plusieurs questions nous ont été posées là-dessus. Quelle différence entre un IAE et une grande école de commerce et de management ? La question clé, hein. Oui, alors bon, je crois que nous sommes tous sur la même industrie, on va dire, qui est le fait d'être dans la formation et l'enseignement supérieur au management et à la gestion. Après, vous avez des entités différentes, il y a des entités publiques, des privés, des parapublics, consulaires, et nous, les IAE, nous sommes l'offre publique de formation en enseignement supérieur à la gestion et au management et dans l'ensemble de la diversité de ces métiers-là. Alors, c'est une différence de base qui est finalement quelles sont les parties prenantes. Je crois qu'en étant aussi au sein du monde de l'université, on bénéficie, je dirais, des valeurs profondes et l'excellence du monde de l'université, à savoir celui de la recherche et de la pensée. La recherche, elle se fait au sein de l'université globalement, et donc dans notre domaine, et bien justement, c'est cette alimentation entre les mondes, je dirais, professionnels, avec nombreuses interventions d'experts qui viennent des mondes socio-économiques, et puis parallèlement des enseignants-chercheurs qui vont à la fois enseigner mais faire de la recherche, donc qui alimente justement ce côté où on va titiller de la technique, on va dire oui, au-delà de la technique, vers quoi on va. Et je crois que c'est une façon pour nous, notre finalité, c'est de former des managers pour servir des besoins d'entreprise, et on alimente donc avec des profils qui vont avoir ce côté un petit peu pétillant. Diana, vous êtes donc en Master 2 Affaires internationales. Vous avez au sein de votre cursus cet aspect pratique, formation finalement managériale, ou c'est une formation qui est plus théorique, plus Non, recherche ? c'est vraiment, on a vraiment un peu les deux, sachant qu'on a comme le disait Monsieur Rive, on a des enseignants qui sont eux-mêmes chercheurs, et donc on a vraiment toujours cet aspect recherche qui nous pousse à vraiment aller au-delà de la pratique et vraiment à se poser des questions sur la théorie du management au final et comment penser autrement. Mais on a aussi tout l'aspect pratique avec des rencontres, des salons où on rencontre vraiment des managers du monde actuel, vraiment un monde international d'aujourd'hui qui reste indispensable. Le réseau d'anciens de l'IAE de Lyon est aussi bien structuré, aussi bien animé que les réseaux d'anciens de grandes écoles, parce que c'est une force importante, le réseau d'anciens. Vous touchez le point de différenciation, c'est important. Je crois que pour nous, c'est important. Un réseau d'anciens, il vit parce qu'aussi, on a une vie d'étudiants, et je crois que ça, c'est une des choses qui est importante. Moi, j'ai beaucoup souhaité qu'il y ait une activité associative très forte. Je crois que vous en êtes un des exemples, mais, parce qu'on aura des anciens qui sont
impliqués s'ils étaient étudiants impliqués. Ils vont être porteurs de cette symbolique-là. Et on avait beaucoup, dans le monde de l'université, globalement dans l'IAE, on avait des associations d'anciens liées à des diplômes. Nous, ce qui était important, c'est aussi de passer à un niveau, d'avoir une adhésion sur une identité corporate, on va dire, hein, de l'IAE Lyon, de l'école. Et ça, c'est une des choses qui a été développée à travers une fédération donc, de clubs d'anciens. Et c'est quelque chose, alors qui est plus récent, mais pour autant, on parlait de la dimension internationale, nous sommes présents dans de nombreux pays à travers des formations délocalisées. Et on a donc créé des clubs d'anciens à l'international. Et nous avons lancé en septembre dernier le club de Prague. En février, on a le club du Maroc qui a été lancé. Canton se lance, je crois, prochainement. Et donc, on a tout cet aspect du réseau qui sert aussi pour des stages, pour des emplois. Donc, une activité assez dynamique. Oui. Vous, Diana, vous êtes investie dans une association, c'est ça? Effectivement, oui, j'ai fait partie pendant un an. Donc, j'étais au sein du bureau des élèves, donc du master international. Et donc on voit vraiment toute cette vie associative qui prend forme au final parce que on a besoin de l'appui des anciens pour évoluer dans notre carrière de vie associative et ensuite les jeunes prennent le relais et on leur passe le bébé et ça continue comme ça et il y a de plus en plus d'associations qui se créent au sein de l'IAE. Alors, on a beaucoup de questions évidemment sur les cursus, parce que l'IAE Lyon propose de nombreux cursus. J'aimerais si vous pouviez nous résumer vraiment rapidement les différents cursus que propose l'IAE de Lyon, sachant qu'a priori les cursus de première année étaient dans la phase APB. Tout à fait. Qui est close. Alors notre spécificité parmi les IAE, c'est que historiquement, on a fait le choix de faire du post-bac, c'est-à-dire qu'on est accessible après le bac. C'est un choix finalement d'une école à cursus intégré, on va dire globalement. Parce que souvent les IAE, on les assimile au master voilà. de management. Donc nous, on était un peu atypiques là-dessus. Bon, après c'est un choix désormais qui colle quand même relativement dans une logique aussi qui va être que on rentre dans un cursus d'ensemble, mais ce qui n'empêche pas, je crois que Diana en est l'exemple, que parfois on va faire sa licence dans un autre, et puis dans un autre institut, dans un autre univers d'enseignement supérieur, et puis on nous rejoint sur des cursus de master. Alors en effet, pour dire très brièvement, on a des cursus de licence générale, accessibles directement en post-bac, des cursus de licence sélective. Qui a été accessible par la phase APB. Par la phase APB. Ensuite, des cursus de licence sélective, donc c'est-à-dire sur lesquels on va rentrer sur concours, donc qui sont des cursus écoles, hein, avec des petits groupes qui ont un certain nombre de visées plus ou moins spécifiques, dont notamment la licence sciences de gestion, mais également les licences par exemple CCA, qui mènent déjà au métier de l'expertise comptable. Nous avons toute une offre de licence professionnelle qui permet à des jeunes qui décident de rentrer plus rapidement sur le monde de la vie active, de s'insérer directement. Toutes sont organisées en alternance, donc ce qui permet aussi aux jeunes d'être financés pendant sa phase d'études. Ce qui suppose que vous avez des liens avec les entreprises étroits. Fondamentaux. Hein. On a été créé, il faut voir que les IAE, c'est peut-être assez atypique, mais on a été fondé par des entreprises, par des besoins d'entreprises, donc on est toujours en lien avec notre territoire. Et les licences pro, c'est vraiment une logique d'alimentation des bassins d'emploi. Donc on crée des licences quand il y a des besoins, on les ferme quand le besoin est saturé, on va rouvrir d'autres choses. Puis après, vous avez toute l'offre qui est l'offre de master, avec le métier historique des IAE qui est la double compétence. Donc c'est un métier spécifique, c'est qu'on va apporter à des ingénieurs, à des médecins, une compétence complémentaire dans le champ de la gestion. Donc ça, c'est un master 2, mais c'est le métier historique, format MBA à la française. Et puis ensuite, vous retrouvez l'ensemble des masters qui correspondent plutôt à des métiers fonctionnels, en marketing, en finance, en RH et en management international. Masters qui peuvent se faire en alternance ? Bien sûr. On a la possibilité, nous, on souhaite toujours offrir les deux voies. C'est ma philosophie qui est de dire, on ne va pas imposer une voie, mais on a la chance aussi, vu l'étendue de l'IAE Lyon, c'est 7200 étudiants, c'est 150 enseignants permanents, ce qui veut dire qu'on a aussi la possibilité, l'assise, pour pouvoir offrir des cursus diversifiés. Et dans l'ensemble des grands domaines, moi je souhaite qu'on a à la fois des filières classiques de formation initiale, parce qu'on a des jeunes qui vont plutôt souhaiter avoir des temps à l'école, puis des temps en entreprise, et puis d'autres qui sont capables de vivre, parce que l'alternance, c'est très bien, moi je suis à fond pour l'alternance dans le supérieur, mais c'est aussi à vivre quand on est jeune, c'est être salarié, c'est être encore étudiant, et puis c'est une vie qui se construit, donc il y a pas mal de conflits, et c'est pas toujours évident. Diana, vous n'avez pas fait le choix de l'alternance ? Non, parce que en master, quand j'ai intégré ma première année, nous avions un premier stage de 4 mois à faire en première année, et enfin un stage de 6 mois de fin d'études, donc ce qui est quand même aussi assez conséquent et une expérience professionnelle importante. Là, vous êtes sur votre stage de 6 mois de fin d'études qui prend fin quand ? En juillet.
Vous avez appris beaucoup de choses pendant ce stage, vous avez mis en pratique ce que vous aviez aussi appris pendant votre Oui, bien sûr, tout ce formation. tout ce qui concerne la différence interculturelle et vraiment tout, tout, tout ce qu'on a eu comme enseignement m'a vraiment servi, et aussi bien le relationnel que tout ce qui est l'aspect pratique, théorique de tous les cours qu'on a pu avoir. Alors qu'est-ce qu'on fait après un Master 2 Affaires internationales? On poursuit éventuellement encore des études ou on change du travail? Je pense que la majorité de mes camarades vont effectivement prendre le choix de trouver un travail. Pour ma part, je vois plutôt un nouveau départ à l'étranger. Effectivement, peut-être partir en VIE, donc en mission à l'international. On a plusieurs questions assez précises sur les cursus. On vous demande, Johanna vous demande, quelle est donc la différence entre une licence générale et la licence qui est proposée par vous? C'est la licence à l'université et la vôtre. Alors, nous sommes au sein de l'université. Oui. Hein, mais on est une école interne d'université, et c'est vrai que peut-être la différence, c'est que on fait le choix, même si dans les licences les effectifs sont nombreux, le challenge, c'est de se dire qu'on va avoir une relation aussi individualisée que possible. On sait que la licence, c'est quand même un pas quand on sort du lycée, parce qu'on est en autonomie, parce que voilà, et puis c'est des nouvelles méthodes pédagogiques. Mais nous avons fait le choix de vraiment accompagner les jeunes étudiants en fait dans ces évolutions. Donc, ce qui veut dire qu'il va y avoir énormément d'accompagnement par du tutorat. On va faire des tests à l'entrée pour voir les positionnements de niveau, ce qui permet après de proposer à l'étudiant de faire on fait des contrats pédagogiques avec nos étudiants. On dit, on a repéré là, ça semble plus faible sur telle chose, telle chose. On vous propose. Après, il est libre. Hein. L'étudiant, pour nous, est acteur de sa formation. Donc, il est responsable et il en fait le choix. Mais on le met dans cette position, et puis de pouvoir solliciter. On a des bureaux dans lesquels, en fait, on va voir ce qu'on appelle l'accompagnement à la réussite en licence, où on va avoir des enseignants qui sont à disposition pour répondre aux questions. Il y a un point qu'on n'a pas abordé, qui est que Lyon propose de la formation continue. Et a priori, un internaute qui connaît vous demande s'il existe des possibilités de financement spécifique de ces formations. Alors, la formation continue, c'est un métier important hein, pour les Lyon, et depuis l'origine, on a fait, nous développons à la fois des diplômes, des formations courtes, la VE, tous les dispositifs de formation continue. Les financements existent, bien entendu. Alors, il est vrai qu'on a eu une réforme très récemment de la formation continue qui va faire que les modalités de financement ont changé. Et dans ce sens-là, nous avons un espace formation continue dédié où on va avoir une personne qui est chargée d'accompagner dans les montages financiers, en fait, nos auditeurs de formation continue. Donc à partir du moment, même dans leur réflexion, hein, lors des journées portes ouvertes, on a tout un plateau qui est dédié aux formations continues. Et ici, on va accompagner les salariés qui se posent des questions pour revenir en formation dans leur projet pédagogique, mais également dans le projet matériel qui va être de se dire comment je peux monter la chose, comment je vais pouvoir le financer par des par des financements classiques ou par des dispositifs auxquels ils ne pensent pas forcément immédiatement. On a plusieurs questions sur le passage Master 1, Master 2. Est-il automatique? Voilà, comment cela se passe-t-il? Y a-t-il un passage de droit? Et Antoine qui pose la question vous demande, le réseau IE va-t-il essayer de prendre des mesures pour des licences qui auraient été suspendues? Alors, c'est la problématique de ce qu'on appelle la licence suspendue, alors que l'on ne connaît pas à Lyon. Là, justement, on fait de la licence dès l'entrée, donc dès le post-bac. La licence suspendue, c'est la licence sciences de gestion en réalité. Pour nous, vu qu'on a une offre qui est très large, cette licence suspendue, elle est adossée à la licence générale, donc on n'a pas de problème avec cela. Donc l'étudiant peut soit poursuivre sur ces 3 années de licence générale, soit faire le choix de rentrer dans des parcours plus spécialisés qui sont sélectifs. Et alors pour le passage de droit éventuel entre M1 et M2? Alors ça, il n'y a pas, dans la réglementation actuelle, il n'y a pas de passage automatique. Néanmoins, pour nous, la réforme LMD fait qu'il y a un diplôme de licence, il y a un diplôme de master. Donc quand on rentre en master, je dirais que c'est un contrat qu'on a avec nos étudiants de les amener vers la sortie. Après, il y a de leur orientation active. Alors je pense Diana est dans un cursus qui est tout en langue anglaise, donc il va avoir la spécificité d'avoir un M1, M2 qui est un peu tubulaire. Il y a d'autres cursus dans lesquels vous avez une plateforme de M1 au départ et ensuite des accès sur des parcours spécialisés en M2. Alors, il n'y a pas de droit dans le sens où pour nous, un projet professionnel, il s'affine tout au long du cursus, y compris jusqu'à la fin. Et donc, on va demander des dossiers dans lesquels il va y avoir de la motivation pour aller sur tel cursus, de justifier le projet. Et puis, ça va être débattu lors d'entretien.
Vous, Diana, vous êtes sur un cursus anglophone. Exactement, oui. Donc, il y a 2 cursus de master international, donc EBR, European Business Realities, que j'ai intégré dès ma première année de master, et Affaires internationales, qui est en langue française. Et donc, moi, j'ai eu cet avantage d'avoir pendant 2 ans un cursus en langue anglaise, donc de parler anglais pendant 2 ans et de continuer à le pratiquer. On demande justement quel est le niveau d'anglais exigé sur les cursus anglophones ou internationaux. Alors on demande automatiquement, les étudiants doivent fournir des tests, notamment quand Diana vient donc de l'extérieur, et c'est vrai que l'accès MA dans le cursus management international, c'est un beau challenge, parce que les taux d'accès sont très c'est dur. Hein. Mais donc ce qui fait que la langue, on va demander une fluidité pour des cursus, hein, donc on demande TOEIC ou TOEFL. On n'a jamais, moi je dis à tous mes collègues responsables de diplôme, on ne pratique ni la notion de quota, ni la notion en fait de plafond. C'est-à-dire qu'un dossier, c'est une diversité. La richesse, elle vient de ça. Alors parfois, on va être un peu en dessous. On a bien sûr entre nous un certain niveau, mais on va pouvoir compenser par une excellente expérience pro le fait d'avoir peut-être un peu moins de maîtrise dans d'autres domaines. Alors justement, puisque vous parlez de dossier, on vous demande quelles sont les conditions de sélection, quelles sont les conditions d'admission à l'IE Lyon. Voilà, comment ça se passe pour les masters. Dossier. Alors vous on pouvez expliquer parce que je crois que c'est vous qui... on met quoi dans le dossier? Alors on met, je pense que c'est un dossier classique, donc on met donc nos relevés de notes depuis le bac. Oui. Ensuite, CV, lettre de motivation, tout ce qui est test d'anglais, TOEIC, TOEFL, éventuellement si on en a passé. Donc expérience professionnelle, lettre de recommandation, vraiment un dossier classique. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc à savoir spécifique. Bon, et après, une fois que vous recevez le dossier, monsieur Yves, il se passe quoi? Le dossier, je dirais qu'en effet, il est classique, mais moi je dis toujours qu'il faut le remplir dans sa version administrative, mais il faut donner envie, c'est du recrutement. Hein. Donc c'est-à-dire ce qu'on va rechercher, c'est la typicité, ça va être l'aspect où on va avoir envie d'avoir l'étudiant dans nos classes, on va avoir envie que cet étudiant participe au collectif d'une promotion. Et donc ça, c'est ce qui va pouvoir ressortir, le côté... différenciant. Et je pense que sur des niveaux, nous les candidatures externes, sur le master globalement management international, on est au moins, je pense, 700-800 candidatures avec une trentaine de places Dans externes. mon cursus en anglais, oui, on est une trentaine d'élèves. Alors qu'est-ce que vous aviez mis finalement qui a donné envie à l'IE de Lyon de vous admettre? Alors je pense que j'ai une petite particularité qui a peut-être pu accrocher, c'est que j'ai une double nationalité, donc je suis franco-russe. Et donc déjà avec une facilité des langues, et j'ai également effectué une année d'échange en Australie, donc l'anglais en plus. Mais en parlant de diversité, on avait vraiment une classe qui venait vraiment de tous les niveaux, vraiment de toutes les formations précédentes, et c'était vraiment bien d'avoir autant de diversité dans une classe. Parce que puisque vous parlez de diversité, et on a parlé tout à l'heure de ce qui pouvait différencier ou de ce qui pouvait vous rapprocher des grandes écoles de management et de commerce, c'est aussi cette notion d'internationalisation du cursus et le fait de côtoyer au quotidien des nationalités très différentes. Est-ce que c'est le cas à Lyon? Est-ce que vous côtoyez tous les jours des étudiants de nationalités différentes? Oui, surtout dans notre master, nous recevons des étudiants étrangers donc, qui arrivent pas forcément en début d'année, mais parfois en plein milieu d'année, donc des étudiants allemands, donc des pays de l'Est, également des Indiens, vraiment beaucoup. Vraiment un grand brassage de cultures différentes. Parce qu'on a des doubles diplômes. Donc alors justement, on a une question sur les doubles diplômes. Quel double diplôme proposez-vous? Alors il y a des doubles diplômes dans le cadre notamment du Master Management International, double diplôme avec VSE à Prague, qui est la grande école de management de Prague, avec l'université Bamberg donc en Allemagne, avec l'université de Turin en Italie, avec Pavie également, et puis quand on va plus loin, à Taïwan avec Tamkang. Donc on a développé, c'est vrai que l'IE a une politique depuis le début des années 80 de beaucoup partir à l'international. On a un réseau de 150 partenaires à travers le monde, parmi lesquels c'est une des choses qui est importante, 50% bénéficient des grandes accréditations ACSB, EQUIS ou autres. Donc on est vraiment un réseau très qualitatif, et l'enjeu c'est que nos étudiants trouvent, pour nous on veut être dans différentes parties du monde, parce que c'est différentes problématiques au niveau de l'international,
international et comme ça permet de répondre à des souhaits de nos étudiants, de se spécialiser sur certaines zones. Et puis c'est des stages aussi l'international. Hein. La mobilité, c'est à la fois en études, mais c'est aussi beaucoup une mobilité en stage, que ce soit sous des formes, alors après, de VIE, où on accompagne la recherche de VIE, mais aussi, je crois que vous avez fait votre stage de M1 à Barcelone. À Barcelone, voilà. Ouais. Et au sein d'une grosse entreprise? C'était une entreprise d'aide des petites PME espagnoles à s'exporter. Donc pour ma part, je les aidais à venir en France. Ce qui rejoint un peu la problématique, enfin ce que vous faites aujourd'hui en stage, voilà, dans votre stage de fin d'études en France. On a un certain nombre de questions qui sont assez précises. Lorraine vous demande, pouvez-vous nous donner quelques conseils pour réussir le test SIM, qui est le test d'admission, le score, alors c'est aussi un des tests qui est requis. Score IE message. Alors le score IE message, il est composé de 4 principales parties. La logique, mathématiques, l'expression française, l'anglais et la culture générale dans les champs économiques et de gestion. Je dirais les conseils, alors sur le site du score IE message, on va avoir un certain nombre d'épreuves passées qui vont permettre de s'entraîner, des annales. Et puis je dirais le conseil, comme tout test, faut se préparer. Hein. On sait qu'un test, on a un coup d'entrée une fois qu'on l'a fait, donc il y a des éléments qui permettent à nouveau sur un site de le faire, d'anticiper les choses. Et vous avez eu à le passer également. Oui. Donc peut-être que vous avez des conseils plus pratiques que les miens. Finalement, c'est un peu équivalent à comment on se prépare à passer au final un test pour n'importe quelle école ou n'importe quel IAE. Il faut vraiment se préparer à l'avance. C'est comme TOEIC, TOEFL, il faut faire des séries pour avoir l'habitude d'avancer vite. Voilà. Ouais. Rappelez-moi, y a-t-il un entretien un oral? Alors c'est variable selon les spécialités. On va aller jusqu'à l'entretien ou selon certains dossiers. Quand on va avoir parfois des questionnements, je veux dire comme dans tout recrutement, on peut avoir parfois des doutes et à ce moment-là c'est... C'est quoi, c'est un entretien de repêchage? Non, non, parce qu'on repêche pas, c'est sélection. Mais l'idée c'est de se dire... un dossier, vous hésitez, vous dites bon allez, on va quand même le rencontrer. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être la chose où on se dit, tiens, là, il y a quelque chose, on accroche et on va aller plus loin. Donc, soit c'est systématisé, soit c'est à besoin, soit on prend notre téléphone et on appelle et on échange. Et vous, Diana, c'était que dossier? Vous avez eu un entretien, un coup de téléphone? Que le dossier. Voilà. Alexandra vous demande si l'IE Lyon fait bien partie du réseau IE et est-ce que ça favorise le transfert Alors, l'IE Lyon fait partie du réseau et je suis aussi président du réseau IE France. Et c'est une chose très importante parce que pour nous, la marque IAE, c'est une marque forte. C'est les écoles de management au sein de l'université, comme je le disais, avec les avantages des approches d'école, mais d'être dans l'université, lieu de recherche, lieu de transversalité. Hein, on a accès à côté des cursus gestionnaires. On va voir nos juristes, des linguistes, des philosophes, donc ça fait penser large. Et par rapport à cet aspect, oui, le réseau IE France à des opérations communes qui vont favoriser, on est sur des tests pilotes cette année, de favoriser des mobilités notamment au niveau master. C'est-à-dire qu'on va, à partir de l'année prochaine, permettre à un étudiant qui est en Master 1 à Lyon de faire son premier semestre à Lyon et d'aller lors de son second semestre dans un autre IAE pour découvrir un autre univers et puis de revenir chez nous après en M2. Et puis, on va aussi favoriser le passage entre le M1 dans un IAE ou M2 dans un autre IAE à travers une sorte d'admissibilité qui est garantie, ce qui fait qu'il y a un intérêt assez important pour les étudiants à se sentir dans le réseau. On a une question justement à propos du réseau. On vous demande finalement quelle est la différence entre l'IE Lyon et un autre IAE. Est-ce que tous les IAE se ressemblent? Je crois Diana que vous avez fait 2 IAE pendant votre cursus. J'ai commencé par Annecy où j'habitais et donc je me suis axée sur celui-là parce que c'était la proximité et ensuite je suis partie avec l'IAE d'Annecy en Australie pour ma 3e année d'études et je me suis réorientée donc, dans le master d'affaires internationales au sein de l'IAE de Lyon parce que c'était un master qui m'intéressait beaucoup. Alors, est-ce que tous les IAE se ressemblent? Alors, l'ADN est commun
hein, forcément, parce qu'on a cette caractéristique d'être des écoles internes dans l'université, de défendre une vision d'un management voilà, qui soit au sein de l'université. Après, les IE sont développés au sein du réseau IE France, nous sommes 31 IE, et ils sont développés dans des territoires qui sont différents. Donc les territoires, c'est des bassins d'emploi, c'est des employeurs qui ne vont pas avoir forcément les mêmes besoins. Donc, ce qui veut dire qu'on a eu des développements qui sont différenciés. Lyon, sa spécificité, je le disais, c'est que, eh bien, en fait, on couvre du post-bac au doctorat, formation continue, formation par alternance, formation initiale, et tout l'enjeu, c'est parce que, en fait, notre territoire est un territoire très dynamique, la métropole lyonnaise, qui va absorber énormément, qui a des besoins de formation très forts. Ce qu'on a de commun dans tous les IE, c'est ce fameux master double compétence, le MAE. Donc, en gros, on a ça en commun. Puis après, les racines, elles sont plus ou moins profondes, on va dire, peut-être en fonction des territoires. Vous parliez d'humanité, d'ouverture au monde, ça c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à Lyon? Alors oui, le Think Large, c'est Lyon, voilà, après les IE, mais on a chacun nos visions, hein, c'est normal, des dirigeants, des équipes de direction d'école vont avoir une vision, après vont estimer la transformer en mission à travers leurs axes stratégiques, et de fait pour nous ça faisait sens, c'est quelque chose aussi en IE, c'est piloté aussi par un président de conseil. Notre président Bruno Rousset, qui est donc le président du groupe April, qui est très sensible aux questions d'humanité. Le précédent président était Xavier Richer, qui est directeur général du groupe Panzani, qui de la même manière était sensible à cela. Alors, si vous voulez, il y avait une concordance qui convergeait. On a plusieurs questions sur lesquelles on va essayer de répondre rapidement. Nicolas, qui nous dit, proposez-vous des cours de préparation à des tests tels que le GMAT ou l'IELTS? Alors, nous, en tant que tel, on va accompagner nos étudiants sur les préparations à un certain nombre de tests, donc notamment les étudiants de licence, quand ils doivent partir à l'international, quand ils sont en licence sciences de gestion, ils vont avoir la possibilité de préparer à la fois TOEFL et TOEIC. Notre service, on a un service emploi-carrière au sein de l'IE Lyon qui va également accompagner sur des tests qui sont beaucoup plus des tests qui aident à l'orientation, à la projection professionnelle, et on met ça à disposition à travers des ateliers et les conseillers d'emploi vont le faire. Mais c'est vrai que c'est des services qu'on va proposer à nos étudiants, on va dire, parce que c'est important d'apporter le service à côté du diplôme. Question très précise de Zachary. Existe-t-il une UEO gérée par la faculté des lettres pour apprendre le mandarin dans la licence 1 MEA? Oui, alors pour nous c'est important. Je ne vais pas rentrer dans les acronymes, mais pour nous c'est bien de se former en gestion, mais la maîtrise des langues elle est fondamentale. Donc l'anglais, quand on est en business en management, je crois qu'il n'y a pas photo. Hein. Donc après, avoir une seconde langue, c'est quelque chose qui est vraiment important. Pour notre territoire, on a énormément d'échanges avec l'Allemagne et avec l'Italie, donc c'est pour les jeunes qui le maîtrisent. C'est une garantie de transformation stage-emploi. On a des taux de transformation stage-emploi à 60% sur les M2. Mais c'est aussi beaucoup lié au fait qu'on travaille en amont et puis qu'on a des jeunes qui ont plein de talents. En effet, c'est possible d'avoir une unité d'ouverture, hein, c'est ça l'UAO, une unité d'enseignement d'ouverture sur le mandarin. La Chine est un territoire très important. On a de plus en plus de jeunes qui souhaitent partir dans ces optiques-là. Et pour nous, souvent, en licence 3, on les enverra sur des premiers pas vers la Chine, ça veut dire nos accords à Hong Kong, à Taïwan, et puis ils vont sur le mainland, sur la Chine continentale, souvent plutôt en master. Alors, autre question, l'oral de langue pour intégrer la licence sciences-gestion requiert quel niveau de CECR, c'est-à-dire A1, C2? On n'a pas, oui, c'est des questions très très techniques. On va pas, c'est un oral, hein, donc l'oral à la base, pour nous, une langue, on ne forme pas des linguistes, c'est le propre d'une faculté des langues de le faire. Pour nous, on forme des gestionnaires qui doivent, et là je vais dire, on utilise la langue comme un outil, hein, c'est un outil de communication, donc ça veut dire comprendre et être compris. Après, quand il y a plus la maîtrise est bonne, plus le professionnalisme sera là. Et c'est vrai que quand on a des capacités de bilinguisme, alors, il faut savoir convaincre aussi. Savoir convaincre. Les questions s'enchaînent. Paul, est-il possible de faire un échange universitaire en M2 après en avoir fait un en L3? Bien sûr. Oui. Pas de souci. Nathalie? Il y en a plein d'ailleurs. Ah oui, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Dans le cas d'une admission en licence sciences de gestion, conseillez-vous des universités à l'étranger en fonction du projet professionnel pour L3? L'IE connaît-il assez le contenu des diplômes des universités étrangères ou est-ce surtout un choix de destination? Ah non, alors, je réponds, moi, Pierre. Puisque vous êtes aussi.
Oui, sur les choix de destination, mais je vous laisse Non, commencer. simplement dire au départ, c'est pas un choix de destination parce qu'on n'est pas une agence de voyage. Donc c'est un projet académique, donc ce qui veut dire que le jeune, le départ à l'international, ça se passe, c'est en octobre-novembre, qu'il y a des dossiers qui sont montés, tous les étudiants passent devant des jurys, qui sont des jurys de motivation. Et donc on a un enseignant qui connaît la zone et un enseignant de l'IAE. Et automatiquement, eh bien, on va questionner le projet. Pourquoi cette université? Pourquoi par rapport à votre projet pro? C'est ça qui fait sens. Après, c'est vrai qu'il y a des villes, il y a des endroits où on a plus d'attrait, Oui. mais ça ne doit pas être la première motivation. Sinon, là, il y a... Il y a quand même un choix à faire parce qu'il y a vraiment beaucoup de destinations. Donc il y a des choix par zone à réaliser. Mais il y a aussi certainement des zones qui sont plus demandées. Comment vous faites pour déterminer qui va aller s'il y a plus de demandes potentiellement que d'offres? Globalement, vu le nombre de places qu'on a disponibles, on arrive à alimenter l'ensemble des choix. Alors bien sûr, après, on va voir des jeunes qui vont souhaiter aller dans l'université. Il y a des phénomènes de mode, il y a des phénomènes d'attractivité de ville. Après, à nous aussi, et on met en place notamment des ateliers qui permettent de construire les projets de projection sur la mobilité pour montrer l'intérêt de certaines zones auxquelles on ne pense pas immédiatement parce qu'elles sont moins courues. Et c'est vrai que du coup, on se retrouve avec une grande diversité de projets et on essaye de pouvoir répondre au mieux. Plusieurs questions sur les coûts. Yvan vous demande, est-ce que cela a un coût supplémentaire de partir étudier à l'étranger dans le cadre de ces échanges ou est-ce compris dans l'inscription en début d'année? Et précise parce que si on va en faire un tous les ans, ça peut vite. Alors c'est l'immense avantage de la mobilité internationale en IAE, c'est que vu notre réseau immensément qualitatif à l'international, on va partir faire un an à Monash, un an à Western Australia pour le prix de l'inscription d'un diplôme français, donc 230 € pour une année sur des cursus qui valent des dizaines de milliers de dollars. Puis il faut savoir qu'il y a également les bourses d'aide de déplacement à l'étranger. Hugo vous demande, est-il réellement envisageable d'intégrer une grande école de commerce à Lyon après une licence ES à l'IAE de Lyon? C'est bien entendu que c'est la chose, mais l'objectif est peut-être pas celui-là, c'est-à-dire qu'il faut savoir jauger. Et puis une école de management, elle est soit à l'université, soit dans le monde consulaire ou le monde privé. Il faut savoir qu'est-ce que c'est. Il y a bien sûr une top league internationale. Oui, mais là, il citait clairement une de celles qui est dans les 5 plus grandes françaises. Bon, bien entendu. Et alors, je vous dirais que nos chers collègues viennent sourcer de façon très active chez nous, parce que je crois qu'on est une bonne alternative à des classes prépa. Mais tout l'objectif aussi, c'est de convaincre des jeunes de l'intérêt aussi de poursuivre sur des réseaux tels que ceux de l'IA. Et je crois que désormais, toutes les enquêtes le montrent, les enquêtes salaires, notamment de sortie, on a eu Justement, vous aviez une question sur les salaires que l'on a à la sortie de l'IAE. Sont-ils comparables à ceux des grandes écoles? Alors, après, à nouveau, derrière le vocable grande école, je crois qu'il faut savoir faire de la différence. On parlait, il y a des top 5, il y a des top 20, il y a des top 50, et puis il y a le reste. Je crois qu'il faut être très réaliste là-dessus. Nous, le salaire médian de sortie, il est de 32 KE, donc 32 000 € brut. Bien sûr, ça va varier selon les spécialités. Vous avez des spécialités très demandées. Le monde de la banque est beaucoup plus à 36 en moyenne. Le monde des systèmes d'info va être plutôt du 35, 34 les achats, etc. Et à l'heure actuelle, on se positionne, on va peut-être avoir, on est plutôt, la CGE, la conférence des grandes écoles a sorti une enquête en 2014 où ils étaient en moyenne sur du 33 KE. Donc je crois qu'on est relativement proche. Et on travaille activement les directions de ressources humaines des grands groupes pour monter aussi dans les grilles. Axel vous demande comment se déroule l'inscription au certificat de management international pour les étudiants en L3 sciences de gestion. Ce certificat est-il un atout pour l'entrée en master management international? La question est-elle claire? Oui, alors c'est au sein de la licence sciences de gestion, on a un certificat complémentaire qui permet réellement de projeter les jeunes dans la dimension internationale. Donc c'est là qu'on aura des préparations aux tests de TOEIC, on aura des cours complémentaires de langue anglaise, et puis le service emploi-carrière va également faire des modules de projection professionnelle de la mobilité. C'est pourquoi je pars justement dans quelle optique pro. Et mon CV, comment je vais savoir dire que ma mobilité, elle a augmenté mes champs de compétences en savoir, en savoir-être, en savoir-faire. Donc ça, c'est une des choses qui est importante et l'inscription elle se fait au souhait de l'étudiant mais on encourage très très vivement sachant que dans cette perspective une des nouveautés c'est qu'en septembre 2016 nous ouvrons un cursus de L3 tout en langue anglaise également. Question pour vous Diana, on vous demande comment vous avez trouvé vos stages.
Alors, j'ai j'ai cherché, comme tout le monde, certains par réseau, certains... Il faut savoir qu'il y a un bureau des stages donc, au sein de l'IAE qui aide vraiment à trouver des stages où on peut se rendre et regarder effectivement toute une liste d'entreprises où des anciens ont déjà effectué leur stage. Et donc, je sais que pour beaucoup de personnes, ça a aidé. Et, par contre, moi, j'ai fait de la candidature spontanée et ça a marché. On a le service emploi carrière a développé également un réseau social privé qui réunit les anciens, les étudiants et les entreprises. Donc les entreprises viennent déposer leur offre directement dessus. C'est LinkedIn. On reçoit tout au long de l'année beaucoup d'offres. Question de Johanna qui a dû prendre le live en cours et qui vous demande, est-ce que votre IAE a une spécificité marquée par rapport aux autres IAE du réseau, si oui laquelle? Donc là, si on pouvait être court, concis, vraiment la différence. Think large. C'est l'ouverture au monde et réellement, on veut être vecteur, que nos jeunes, nos étudiants, nos auditeurs de formation continue pensent le management en dialogue avec les humanités, que ce soit des managers sensibles et responsables, sensibles au monde, à tous les mondes. C'est les mondes internationaux, mais c'est aussi les mondes professionnels, c'est le monde associatif, c'est l'ensemble de l'univers. Dans votre choix, Diana, de l'IAE Lyon, vous avez choisi Master des Affaires internationales, donc c'était un choix pédagogique sur votre formation. Mais est-ce que cette sensibilité dont on a parlé là, pendant cette émission, sur les humanités, sur les mondes, est-ce que c'est quelque chose qui vous a interpellé, qui vous a sensibilisé, ou ça vous a laissé, on ne va pas dire indifférente, mais ça n'a pas été un critère de choix ou un critère de réflexion? C'est entré dans votre réflexion? Non, mais si, forcément, on y a pensé parce que faut savoir que quand on recherche à s'inscrire à un IAE, on regarde bien évidemment le slogan. Et donc, oui, c'est quelque chose qui m'a interpellée, je me suis dit, think large, finalement, ça me convient, ça me va, c'est ce que je veux, c'est ce que j'attends, j'ai besoin d'élargir, donc aussi bien mon monde associatif que mon monde international et professionnel. Et c'est pour ça que j'ai fait ce choix. On va revenir sur l'alternance, puisque l'on sait qu'une des problématiques des formations en alternance, c'est de trouver l'entreprise d'accueil. Et donc là, plusieurs internautes reviennent sur votre capacité à les aider éventuellement à trouver cette entreprise d'accueil. Alors c'est quelque chose qui est important en effet pour les formations en alternance, parce que c'est ce qui conditionne l'inscription à ces formations en alternance. Alors le bureau emploi carrière a toute une dimension donc de gestion des propositions d'alternance, contrat de pro et contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage. Et globalement, bien sûr, pour nous, on va accompagner, c'est-à-dire à partir du moment où un jeune est sélectionné pour un cursus en alternance, il est accompagné par le bureau emploi stage. Mais on souhaite également qu'il soit dans sa démarche aussi d'être proactif. Mais in fine, sur les cursus en alternance, je crois qu'on est un petit peu plus de 50% des alternances ont été trouvées grâce au service du bureau emploi stage. Donc c'est clair. Il y a un point qu'on a légèrement abordé, Yana, tout à l'heure en parlant de votre engagement associatif. Et on a une ou deux questions d'ailleurs sur le sujet. Le campus, est-ce qu'il y a un vrai campus? Oui. Où il y a Lyon? Est-ce que c'est dans le domaine universitaire? Est-ce que vous êtes plutôt entre vous? Est-ce que vous êtes ouvert justement sur les autres étudiants? Alors, il faut savoir que non, c'est vraiment un campus qui vit, il y a toujours des choses qui sont proposées. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'associations et on s'en rend compte notamment lors de la journée des portes ouvertes, il me semble, parce que le campus est bondé de monde, il y a des stands partout. Et non, c'est vraiment, on va démarcher tous les élèves. C'est-à-dire que moi, j'étais par exemple au sein du bureau des élèves du Master international, mais on proposait effectivement toutes les opérations au final qu'on réalisait, que ce soit des soirées. On a effectué un voyage à Budapest. Il y a des masters banque, master finance, il y a des masters de marketing qui sont partis avec nous. Donc on ne reste pas entre masters internationaux. C'est pas cloisonné. Vous fréquentez aussi les licences, ceux qui sont en licence? Un peu moins, parce qu'ils ont eux aussi leur vie associative, mais on les invite aussi effectivement à... Une campus assez riche. Voilà. Et il y a des associations, on a favorisé aussi l'émergence d'associations qui sont transverses au diplôme, voilà, notamment d'ACE Lyon et puis la Junior Entreprise, qui vont permettre de faire ces passerelles entre des juniors, les licences, et puis des masters. Et c'est important, notamment dans les logiques de passage de flambeau aussi dans le monde associatif.
Ce live arrive à sa fin. Peut-être, Diana, un conseil pour ceux qui sont en train de remplir leur dossier d'admission, qui hésitent, qui se disent, voilà, moi, ma spécificité. Qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil vraiment pour avoir le dossier le plus... Je pense qu'il faut surtout ne pas hésiter à vraiment appuyer sur sa petite différence, son rêve auquel on tient et vraiment donner envie au final, savoir se vendre. Je pense que c'est très important de marquer la différence et think large. Mais peut-être de ne pas en faire trop. De ne pas en faire trop, mais en même temps, on est toujours ravis de voir toute la diversité, toute l'énergie et l'engagement des jeunes. Et nous, je dirais, moi, le souhait, c'est d'avoir ces énergies qui nous rejoignent pour faire avancer le management, pour faire avancer nos entreprises en France et à l'international, et qu'on crée ces talents ensemble, et beaucoup en lien avec le monde socio-économique. Donc, il faut nous rejoindre. Et Jean-Brive, Diana Serré, merci d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission et à bientôt pour d'autres rendez-vous sur Studiorama TV.